Revient la mission de parler de cette gestion de la surface oculaire dans le décor de la chirurgie, qu'elle soit du reste cornéenne ou intraoculaire, puisque la cataracte, chers amis, est devenue une chirurgie réfractive. Donc, gérer cette surface oculaire, ça c'est nouveau, on ne le disait pas il y a 10 ans, c'est la clé du succès de la chirurgie. Pour rentrer en matière, prenez ce petit exemple qui appartient sûrement à chacun de nos offices. Cette patiente qui a bénéficié d'une chirurgie de la cataracte, elle venait pour ce que le chirurgien, entre guillemets, conventionnel appelle juste une cataracte. Il lui fait la phaco conventionnelle avec un implant monofocal. Elle revient à vous et se plaint de fluctuations, de fatigue, de vision floue pour lire la nuit. Et si vous examinez avec soin, au lieu de faire et de sauter sur le laser YAG, eh bien, vous constatez qu'il y a un film instable, une topographie irrégulière et fluctuante. Et donc, vous avez oublié de penser à la surface oculaire. Donc, examiner avant et pré-traiter avant, c'est vous permettre d'informer. Et je dois quand même souligner que c'est bien plus facile de gérer un patient en l'informant avant que de lui expliquer que c'est pas votre chirurgie qui a été responsable des mauvaises suites opératoires. Et ce tableau-là, bien sûr, s'aggrave quand il s'agit d'un implant multifocal. Comprendre la qualité de vision, eh bien, c'est comprendre ce que nous appelons la supervision. La supervision, c'est pas plus que 10 sur 10, c'est 10 sur 10 dans toutes les conditions de la vie. Et ça, définitivement, c'est lié au film lacrymal, qui est un des acteurs majeurs, parce que le film lacrymal, il a un pouvoir optique. Et de ce pouvoir optique, eh bien, vous allez, par sa stabilité, conditionner non seulement la qualité de la surface cornéenne, mais également la stabilité de la performance visuelle. Alors, un film lacrymal, ça fait 6 à 20 microns, et normalement, entre deux clignements, ça bouge pas plus de 0,10 microns. En revanche, si vous avez des variations irrégulières, eh bien, vous allez pouvoir, voyez, si votre rayon de courbure bouge de 7,8 à 7,6, eh bien, vous allez induire un changement réfractif qui va pouvoir même dépasser une dioptrie. Et on sait que l'épaisseur du film lacrymal, c'est directement lié à la sécheresse oculaire, et vous le savez en particulier au dysfonctionnement mébomien, puisque le film lacrymal, il y a une couche importante qui est la couche lipidique, et si celle-ci n'est pas bien produite comme dans le dysfonctionnement mébomien, vous allez induire une instabilité. Normalement, on passe notre vie essentiellement avec des paupières ouvertes, et vous voyez, normalement, on cligne à peu près 15 fois par minute. Je le dis parce que tout ce travail-là, on le fait très mal aujourd'hui avec tous les utilisations de nos iPhones et de nos tablettes. C'est pour ça que ce désordre-là, il n'est plus la caractéristique et l'apanage que de la personne âgée, mais également, hélas, de la jeunesse. Donc, ceci étant dit, eh bien, surface oculaire instable égale qualité de vision instable. Donc, au-delà du dommage épithélial qui va vous donner la douleur, le picotement, je pique, je gratte, il y a un retentissement direct sur l'acuité visuelle, et c'est nouveau d'incriminer les fluctuations visuelles à un film lacrymal. Et ça, c'est beaucoup plus insidieux. C'est beaucoup plus insidieux d'imaginer que les fluctuations de vision, c'est un film lacrymal qui se casse, et que vous allez avoir des aberrations d'ordre élevé qui vont qui vont refléter l'altération de la diffusion de la lumière au travers les milieux. Donc, qualité de vision, ça peut se quantifier. C'est de la qualité de vie, c'est les questionnaires qui sont des vrais moyens également de grader le ressenti patient. C'est une quantification des aberrations d'ordre élevé, et puis c'est également la mesure de la vision des contrastes. Donc c'est une vraie nouvelle dimension. C'est vrai que vous allez partir de votre acuité visuelle, mais vous allez y ajouter ces entités-là pour essayer de quantifier la qualité. Donc, on recherche les signes fonctionnels et puis on va grader. Alors, pour l'instabilité, il n'y a rien de mieux que de suivre vos mesures. Et vous le savez qu'à partir du moment où on parle d'instabilité, on associe un facteur temps. C'est donc suivre ce que vous mesurez qui va révéler des instabilités et être le facteur clé de cette, encore une fois, approche de la gradation de l'instabilité. Donc, on va chercher l'irrégularité, et pour évaluer cette surface oculaire, eh bien, vous allez, qui s'exprime dans toutes les situations de la vie, notamment difficulté à la conduite de nuit, instabilité à la lecture. Vous allez rechercher ce que vous avez dans votre magasin, dans votre pratique routinière. Par exemple, rechercher une instabilité des cartes de Placido. Ça, c'est absolument quelque chose de facile à faire et que vous avez dans tous vos dans tous vos cabinets. La petite goutte de fluorescine qui change la valeur de votre stabilité de surface, qui change la cartographie. Vous allez avoir même des indices à votre disposition
position sur tous les topographes, qui sont des indices de reflet de la symétrie et de l'irrégularité, qui peuvent être un élément additionnel pour approcher cette irrégularité. Et puis vous avez même, avec la topographie d'élévation, cette même labillité des cartographies qui, entre deux clignements, va exprimer le fait qu'on n'a pas un joli film qui permet de maintenir la surface régulière. Donc n'oubliez pas aussi la bonne goutte de fluorescéine, point trop n'en faut, la goutte que vous mettez surtout, dont vous attendez le comportement au cours du temps sur votre cornée. Elle vous apportera beaucoup d'informations. Alors on a aussi la bérométrie. Alors dans la bérométrie, on a différentes familles d'abéromètres. Vous le savez que c'est cet outil qui vous permet de quantifier la déviation de la lumière qui traverse les milieux. Quand l'œil est normal, eh bien la lumière traverse, va jusqu'à la rétine et est renvoyée. S'il y a des irrégularités sur le passage, la lumière va être déviée. Donc on enregistre, on mesure cette déviation. Alors il y a 3 concepts, et celui qu'on aime beaucoup en surface oculaire, c'est le 3e, qui s'appelle la stratégie double passage, qui est ni plus ni moins donc une abérométrie avec rétinographie, au sens où vous allez rétinoscopie, vous allez avoir une lumière qui va être reflétée directement, cohérente, laser, qui est reflétée directement par votre rétine. Et ce système approche un reflète indirectement la diffusion, en ce sens où il évalue le pic d'étalement du point, le pic donc lumineux qui émerge de votre œil, et donc c'est un reflet indirect de la diffusion de la lumière. Ceci étant dit, vous le savez peut-être, enfin j'espère, que les aberrations, ça se quantifie en microns, que les faibles sont très proches de la réfraction sphérocylindrique et que celles qui sont d'ordre élevé reflètent tout cette irrégularité, en particulier de la qualité de vision, puisque c'est en particulier avec le coma, l'aberration sphérique, des choses qui peuvent être induites par un film lacrymal instable. Alors, cet abéromètre double passage, on sait qu'il est directement corrélé avec le volume du ménisque lacrymal inférieur. Et ce qui est intéressant, puisque je vous ai parlé d'instabilité facteur temps, eh bien c'est de suivre au cours du temps l'instabilité de cette valeur de l'indice qui émane de cet abéromètre, qui s'appelle l'OSI, Ocular Scatter Index, qui n'est pas une mesure directe de diffusion, mais qui encore une fois est un reflet de la qualité de la transmission de la lumière au travers les milieux. Alors il y a des facteurs bien sûr qui sont ajoutés. On ne peut dire que cette OSI est perturbée que si la rétine est normale, que s'il n'y a pas de cataracte, que si le processus de neuroadaptation donc est tout à fait validé. À ce moment-là, la perturbation reviendra bien à cette dégradation du film lacrymal. Donc cette mesure se fait sur 20 secondes et vous avez une jolie résolution. Et c'est tellement vrai qu'il existe de la publication qui montre la place de l'OSI comme paramètres de quantification de la surface oculaire, comme ici, ceci vous est montré. Et c'est encore une fois la variation dans le temps, plus la confrontation à l'acné pour vous assurer que ceci ne peut être attribué qu'au film lacrymal, qui vous permet de donner une valeur d'intérêt à cette OSI. Puis il y a d'autres choses. Vous avez, avec les OCT de dernière génération, la possibilité de mesurer la hauteur du ménisque, l'épaisseur du film lacrymal, on adore ça, et on adore encore plus aujourd'hui évaluer le mapping épithélial. Et vous savez que l'épithélium est recouvert par le film lacrymal, et bien évidemment, ces machines-là, très bientôt, vous approcheront également la quantification du film lacrymal. On a également une dynamique palpébrale avec un focus sur la couche lipidique qui aujourd'hui trouve une place. Promenez-vous sur les exhibits et vous verrez, notamment chez Cantel qui vous offre aujourd'hui le déjeuner, que la mébographie est à l'heure du jour, et essayer de s'approcher des glandes de mébomus, de l'épaisseur du film lacrymal, de la qualité du clignement, et puis nouvelle entité de grand intérêt, faire un break-up time automatisé, enfin reproductible. Tout ça, c'est le grand focus du développement, et on est ravis que Cantel, avec son savoir-faire français, s'attelle à ce chapitre dans lequel les Américains ont sauté à pieds joints et qui en font d'ailleurs complètement une mesure systématique dans l'accompagnement des chirurgies. La baisse de la vision des contrastes, ça aussi, ça parle parce que c'est lié également aux aberrations d'ordre élevé et à la qualité de la surface. Et n'oubliez pas, je le dis au passage, de quantifier la sensibilité de la cornée. Alors pour ce qui est donc de ce crédiaque pour lequel j'ai aucun intérêt financier, j'ai comme beaucoup d'hôpitaux en France la chance d'avoir reçu le prêt de cette machine gentiment offerte pour qu'on évalue, pour qu'on approche à l'intérêt des paramètres qu'elle délivre. Bon, son intérêt pour demain, c'est low cost, et ça on adore ça, un truc qui se fait en 4 minutes, qui est délégable et qui coûte pas cher. Et alors les 4 niveaux d'analyse sont les suivantes: interférométrie, donc épaisseur du film lacrymal, ménisque lacrymal,
Ce qui est nouveau, c'est le break-up time sans goutte de fluorescéine. Et puis, bien sûr, la mébographie, puisque c'est de l'interférométrie. Vous allez accéder à cette quantification des glandes de mébomus. Alors, il y a encore des étalons à définir, mais indiscutablement, on y est. Et puis demain, on ajoutera un autre chapitre, celui des biomarqueurs, qui vont vous ouvrir le chapitre des quantifications et du marquage des paramètres de l'inflammation, voire de la génétique ou de l'infection. Ça, ce sera le truc complémentaire qui s'ajoutera au chapitre de l'image. Alors, ce truc-là a en plus un filtre jaune. Donc, vous voyez, on est compétitif, on va dire, des plateformes qui se sont installées depuis quelques années et qui coûtent bien plus cher. Donc, il y a sûrement un intérêt de voir cette machine donc arriver demain. Et vous voyez, voilà comment se présentent les choses. Et on a la possibilité d'avoir une cartographie de la répartition du film lacrymal sans fluorescéine. Donc, c'est super intéressant d'imaginer qu'un jour, vous allez pouvoir savoir où ça se casse et en combien de temps ça se casse. Acuité visuelle fonctionnelle, je le dis pour être exhaustive, ça c'est un truc que les Japonais ont développé, qui n'a pas de marquage CE, qui est capable de mesurer l'évaluation et l'évolution de l'acuité visuelle dans le temps. C'est un truc super intéressant. Ça vous permet en fait de mesurer une dynamique d'évaluation de l'acuité visuelle. Le patient regarde et aussi au cours du temps la vision, et si celle-ci fluctue, vous avez par essence une gradation de la fluctuation visuelle. Alors, les études cliniques existent. Hein. On peut comparer le normal du pas normal, mesurer l'intérêt des traitements comme des bouchons lacrymaux, bien sûr, évaluer la quantification du comportement sur écran ou en conduite ou sur simulateur de conduite. Bref, un marqueur qui, à mon avis, trouverait une belle place dans le monde entier. Donc, je dirais que prévenir, c'est guérir. Cependant, si vous devez bien sûr faire face à une instabilité avant la chirurgie et a fortiori après la chirurgie, vous allez devoir traiter. Et traiter, c'est d'abord informer. Et informer avant l'opération va éviter les déçus d'après-opération. Hein. Le patient qui arrivera avec fluctuation après l'opération, si vous lui avez annoncé avant la chirurgie qu'on avait quand même des larmes instables, il va vous dire « vous me l'aviez bien dit ». Si en revanche, après l'opération, surtout avec un multifocal, vous allez lui dire que c'est lié à son instabilité, vous dire « non mais attendez, moi tout va bien, j'ai jamais eu de sécheresse, votre implant là ». Ça n'existait pas avant, et donc évidemment, pour remonter à compte à rebours, l'information, c'est beaucoup plus difficile. En 2 mots, la stratégie thérapeutique, c'est facile, on arrose surtout en France sans conservateur. On a toutes les stratégies, qu'il s'agisse de tous les osmoprotecteurs. Hein, alors, toutes les formulations existent, carbomère, méthylcellulose, acide hyaluronique, tréhalose. Tout ça, c'est bon, c'est enrichi, et tout ça, ça se gère en ayant à l'esprit qu'il faut que ce soit suffisamment lubrifiant dans la journée pour pas rendre flou, et que ce soit peut-être un peu plus visqueux le soir pour garder l'effet un peu plus longtemps. La cyclosporine ne trouvait sa place normalement que quand on est sur quelque chose de sévère. Vous savez qu'on est encore en ATU en France et on a un rôle ici anti-inflammatoire. Sérum autologue, de plus en plus, en particulier bien démontré en Espagne et aujourd'hui de plus en plus diffusé sur notre territoire. Préparation magistrale. Et puis, on a aujourd'hui à notre disposition des stéroïdes qu'on peut appliquer en cure courte et qui d'ailleurs n'ont même pas là aussi de conservateur. Puis surtout, vous allez traiter les conditions associées. Vous n'oubliez pas les paupières, vous recherchez s'il y a des petites pommettes roses de rosacée. Quoi qu'il en soit, vous savez que vous chauffez, vous réchauffez, vous lubrifiez, puis surtout vous évacuez ce que vous avez chauffé. Si vous ne faites pas sortir le beurre des paupières, il redurcira et on recommencera à zéro. Donc il faut éduquer et puis éliminer ce mébum qui ne fait pas son travail d'évacuation pour regresser les larmes et pour éliminer l'inflammation des paupières. On peut le faire par des masques, on peut le faire par des lunettes, on peut le faire par des plateformes plus chères telles que le lit plus faux, on peut le faire par de la lumière pulsée. Et on sait qu'il y a une place aussi dans ce registre de fameux dysfonctionnements mébomiens pour les cyclines, petites cures courtes, pour les points lacrymaux. Alors les points lacrymaux, vous savez que quand vous mettez des plugs dans les points lacrymaux, ce que vous allez faire, c'est que vous allez améliorer la phase aqueuse, mais parce que la phase aqueuse, elle est souvent associée dans sa dégradation à l'excès d'évaporation qui est l'adage du dysfonctionnement mébomien. Donc c'était un truc en plus complémentaire de l'action sur la phase épidique. Les traitements spécifiques, et je le dis dans le décor de la chirurgie, collagénose et maladies auto-immunes, alors là, vous super préparez la surface. Il y aura sûrement un peu plus d'anti-inflammatoires, vous ne le faites qu'en phase d'accalmie. La polyarthrite rhumatoïde, vous évitez les AINS, bien sûr, et vous faites attention à cet excès de cortisone qui souvent
à accompagner avant la chirurgie ces patients. Et dans l'herpès, sachez que tout stress chirurgical réactive ce neurotropisme. Donc, vous opérez sous protection antivirale au moins 1 à 2 semaines avant et poursuivi 1 à 3 mois après. Et enfin, pour le post-chirurgie réfractive cornéenne, au-delà de la délicatesse du calcul, bien sûr, n'oubliez pas qu'on a l'œil sec quand on s'est fait opérer au niveau de sa cornée et que c'est un facteur additionnel qui pourrait vous faire calculer des mauvais implants. Donc au total, je pense que la surface oculaire, ça c'est nouveau, c'est savoir y penser. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que Cantel se met à y penser. Donc merci Cantel, c'était bien qu'on ait un truc français qui nous aide à quantifier cette surface oculaire. Merci beaucoup.